OK, parfait. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la Digital Supply Chain podcast. Today we're going to do it in French because we have our two guests, Nicolas and Kevin, who have both a background in manufacturing. So if you're an English speaker, sorry for this one. I will come back on the next one, maybe in English. Alors, pour celle-là, on va la faire en français. Alors, aujourd'hui, on va parler de la valeur des events in person, des interactions in person dans la supply chain digitale, la chaîne d'approvisionnement digitale. Puis on a aussi aujourd'hui Nicolas Gauthier et Kevin Minier. Ils vont nous expliquer un petit peu leur background en manufacturing. Très cool de vous avoir, les boys. On va partir ça. Fait que Nicolas, tu peux-tu te présenter un petit peu, c'est quoi ton background, puis ton parcours manufacturier? Super bien, merci beaucoup Yacine. Nicolas Gauthier, cofondateur chez Axia. Donc moi, mon background, j'ai commencé à travailler chez De Vinci depuis que j'ai 11 ans, donc c'est une entreprise familiale. Fait que depuis que j'ai 11 ans, j'ai passé un peu dans tous les postes, de la ligne de production à faire de l'usinage de pièces, à travailler dans le service client. Puis par la suite, j'ai fait mon DEC en génie mécanique. Puis j'ai travaillé, en continuant de travailler en fait chez De Vinci. Puis par la suite, j'ai commencé un bac en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait un stage chez Pratt & Whitney Canada. Puis par la suite, on a parti Axia. Là, puis jusqu'à maintenant, ça, c'est pas mal ça. Y a-t-il des questions, des points peut-être, Yacine, que tu veux approfondir? Non, mais pour moi, c'est good. C'était pas mal, pas mal bon. Puis toi, dans le fond, tu as vraiment baigné dans le manufacturier toute ton enfance, j'imagine, avec De Vinci, là. Exact. Depuis que je suis jeune, j'ai été exposé aux différents processus manufacturiers, beaucoup tout ce qui est usinage du métal, en fait, transformation du métal, que ce soit de l'usinage, de la soudure, des traitements thermiques aussi, parce que chaque vélo doit être traité thermiquement, la peinture aussi. Donc, j'ai été exposé à ça là, à partir d'un jeune âge, je veux pas. Fait que, ouais. Cool. Parfait. Puis on a aussi Kevin Minier. Kevin, explique-nous un petit peu ton background, peut-être aussi ta connexion avec Nick, parce que je pense que vous connaissez depuis longtemps. Yes, merci Yacine. Donc, Kevin Minier, pour commencer avec la relation que j'ai avec Nick, moi et Nicolas, on est amis depuis la tendre enfance, là, depuis qu'on a environ 10-11 ans. On se connaît donc très, très longtemps. On vient de la même place, là, région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, de mon côté, toujours baigné, moins que Nick dans le domaine manufacturier, parce que je n'ai pas d'entreprise que j'ai travaillé avec une entreprise familiale, mais chez nous, comment ça marche, c'est quand quelque chose brisait, tu apprends à le réparer puis tu le répares, soit une auto, une tondeuse, un tracteur, peu importe. C'est même qu'on fonctionne chez nous. Fait que j'ai commencé très jeune à comprendre c'est quoi de la mécanique. Puis après ça, au niveau du cégep, j'ai fait ma technique en génie mécanique au cégep de Jonquière, vraiment axé sur la fabrication. Puis à travers mon cégep, à la fin, on fait un stage. Puis j'ai fait mon stage là, chez Cycle de Vinci, donc drôle d'hasard. J'ai passé environ là, 1 an chez De Vinci. Après mon stage, j'ai travaillé là. Moi, j'étais au contrôle de la qualité. Donc, tu dois vraiment aller un peu survoler les différentes étapes de fabrication pour être sûr que tout se passe bien, autant quand on crée une nouvelle production que lorsque des cadres de vélo sortent de la ligne d'assemblage. Après ça, j'ai décollé mon bac en génie mécanique à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis, dès que j'ai commencé, là, j'ai rentré dans une firme d'ingénierie qui s'appelle Génitique. Donc, c'était une firme spécialisée là, firme génie conseil, spécialisée vraiment au niveau de l'hydroélectricité, biométhanisation. Puis moi, j'étais avec un chargé de projet, donc un ingénieur senior. Fait que j'ai passé là, 1 an et demi là, avec l'entreprise. Puis au final, j'ai appris énormément sur les chantiers donc d'Hydro-Québec, Rio Tinto au niveau des barrages hydroélectriques et puis produits forestiers résolus. Fait que moi, c'est ça mon background manufacturier. Puis après ça, après 2 ans d'université, j'ai décidé de me lancer en affaires. Ça n'a pas marché. J'ai failli après 1 an. Puis Axia était la prochaine porte que j'ai prise. Fantastique. Ça a l'air que le podcast qui est sponsorisé par De Vinci, on va demander à ton père, Nick, après. Good. Parfait. Tu sais, je vois vraiment votre background du côté manufacturier, supplier. Tu sais, après que la pandémie est arrivée, tu sais, nous, on l'a vu chez Action, on a vu que
les contacts en personne, c'était plus possible. Ça a arrêté d'un coup. Les trade shows, ils ont tout arrêté un peu partout en Amérique du Nord, dans le monde, en fait. Ça a vraiment fait une cassure. Puis là, ça commence à reprendre. On est récemment allé au SIC, le Salon industriel de Québec. Puis, une chose que je me demandais, puis je voulais avoir votre feedback là-dessus, c'est à quel point c'est critique en ce moment dans le monde digital, la relation avec le supplier, du manufacturier au donneur d'ordre, d'après vous? Peut-être pour commencer, ça va tout le temps dépendre c'est quoi l'objectif de l'événement. Comme par exemple le cycle, l'objectif, c'était pas de renforcer des relations avec des clients ou des fournisseurs existants. Selon moi, bien effectivement, c'est sûr qu'on va trouver de nos partenaires dans l'événement, durant l'événement. Mais par contre, ce que je pense, le but premier du cycle, c'est souvent de connecter avec des nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs. Fait que pour ce type je dirais, d'objectif-là, je trouve que oui, des événements en personne, c'est très pertinent parce que ça permet de connecter avec des personnes de manière un peu spontanée, sans nécessairement avoir une planification fixe. Les personnes déambulent devant les kiosques, puis par la suite, on crée des interactions. Fait que c'est le fun parce que ça permet de rencontrer une panoplie de nouvelles personnes, d'en apprendre sur des nouvelles compagnies que souvent, on n'a aucune idée qui existaient. Puis en plus, le Salon industriel de Québec, par exemple, c'est un bon exemple, c'est très, très axé sur le manufacturier. Donc, les gens qui assistent dans la foule sont souvent des gens qui sont reliés de près ou de loin à ce secteur-là. Donc, chaque interaction est très pertinente. C'est bon. Juste pour en renchérir là-dessus, c'est super intéressant parce que c'est un peu le sujet du podcast d'avant en anglais qu'on a fait avec Ahmad. Mais dans le fond, toi, la partie principale que tu dirais, c'est vraiment pour la découverte de nouveaux fournisseurs que tu ne connaissais pas ou de personnes dans ces compagnies-là qui sont difficiles à rejoindre, c'est ça? Exact. Exact. C'est vraiment trouver des nouvelles personnes. Puis bien entendu, c'est sûr que quand tu assistes à des événements comme ça, il y a plusieurs clients, partenaires, fournisseurs qu'on connaît déjà, puis avec qui on a déjà échangé. Fait que c'est un beau moyen de les côtoyer à nouveau, d'échanger. Donc, je dirais qu'il y a les deux côtés. Indirectement, par le fait d'assister à des trade shows ou à des foires commerciales, et on va rencontrer de nos partenaires, mais aussi rencontrer des nouveaux clients, qui est l'objectif principal. Moi, de mon côté, là, ce que j'ai vraiment, justement, comme vous le dites, on arrive du Salon industriel de Québec. Au niveau du rôle aussi, que je remarque, c'est que ça donne vraiment une vue d'ensemble sur qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème manufacturier d'un territoire. Donc, durant tout le long du salon, oui, on a clairement une mission qui est claire, c'est de découvrir des nouveaux clients potentiels, renforcer des relations qu'on a en cours, mais aussi savoir qu'est-ce qui se fait autour de nous. C'est qui les manufacturiers qui fabriquent des produits qu'on ne connaissait peut-être pas. Peut-être qu'on n'aura jamais aucun lien d'affaires avec eux, mais nous, nos clients qu'on vient servir par la suite, ils en ont des problèmes, puis on peut avoir vu la solution de leurs problèmes dans un salon industriel. Fait que je trouve qu'en tant qu'entreprise qui se présente là dans les missions commerciales, ben, il y a aussi cet aspect-là qui est très important, puis que les salons permettent de faire, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'industrie en ce moment, c'est quoi les produits qui sont fabriqués. Puis si, exemple, on parle de fabrication locale, par exemple au Québec, ben, on a vu tout plein de manufacturiers que moi, de mon côté, je ne connaissais pas, qui fabriquent des produits qu'on voit sur la route, qu'on voit dans des commerces, dans les grandes chaînes qu'on n'imaginait pas qui étaient faits au Québec. Finalement, c'est fabriqué localement. Donc, moi, c'est là que je verrais aussi le rôle des salons en personne. Oui, puis je trouve ça intéressant, Kevin, peut-être tu peux nous partager, mais tu as eu un exemple concret aujourd'hui d'une connexion que tu n'aurais pas pu réaliser si tu n'avais pas assisté au salon industriel. Tu peux peut-être l'élaborer, sans nommer les clients directement. Oui, non, exactement. En plein ça, Nicolas, dans le fond, aujourd'hui, le lendemain là, de la rencontre, ben, nous, évidemment, dans les salons, on parle à tout plein de personnes, puis j'ai découvert une nouvelle entreprise que je ne connaissais pas. J'avais vu le nom passer, mais sans plus, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Fait que, bref, on discute avec eux. Puis, ce matin, j'ai reçu un courriel d'un client existant qu'on a qui est à la recherche d'un service très, très précis. Puis, ben, ça a donné que j'ai parlé avec la compagnie au salon qui fait exactement ça. Fait que, ben, on a juste mis le lien entre les deux entreprises. Là. Fait qu'on a aidé un client. Puis, Oui, c'était l'inspection par ultrason, je ne me trompe pas. Ouais, c'est en plein ça.
Cool, parfait. Ouais, le Salon industriel du Québec, c'était pas mal nice. Shout out à Michel Lemelin. Excellent job. Ben ça, c'est intéressant ce que vous dites, les gars, parce que moi, tu sais, je vois un peu deux affaires. Je vois la découverte d'un peu de nouveaux suppliers, puis tout ça. Puis aussi, prendre un peu le pouls sur où est-ce que le marché ou l'industrie au complet s'en va. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que prendre le pouls où est-ce que l'industrie s'en va, ça, tu peux le voir dans absolument n'importe quelle industrie, n'importe quel field, même en recherche, tu vois ça. Le monde, ils font des conférences en personne parce que c'est pas vrai que tu vas juste lire 250 articles juste en étant là, puis en regardant un petit peu le monde, en leur jasant. Tu comprends un peu plus qu'est-ce que tout le monde a dans sa tête, puis c'est quoi les problèmes récurrents. Même avec les conférenciers qui ont été impliqués, c'est comme un concentré de c'est à quoi le marché il réfléchit. On a vu beaucoup de choses de cybersécurité dans les conférences, de pénurie de main-d'œuvre que tout le monde a dans sa tête en ce moment. Là. Fait que c'est vrai, je suis vraiment d'accord avec ça. Ça donne vraiment une bonne snapshot. Mais la partie où est-ce que je vois qui est un petit peu moins, comment dire, c'est scalable un peu pour l'industrie en général, c'est vraiment la découverte de suppliers parce qu'il y a des compagnies qu'on a vues qui ne sont pas sur la map, ils sont pas là. C'est juste quand tu es capable d'être en personne et que tu leur parles, que tu es capable de faire un contact, puis dans ta tête, vraiment avoir un point et dire OK, cette nouvelle compagnie, ces 3 personnes-là, ils font ça, sont petits, ils sont ici. Ça fait en sorte que ça explique un peu pourquoi l'industrie au complet semble fonctionner par bouche à oreille ou par connaissance un peu plus tribale. De ce point de vue-là, c'est quoi votre expérience dans vos expériences manufacturières sur ce genre de connaissances un peu plus cachées dans chacune des personnes qui n'est pas nécessairement digitalisée? Là? Peut-être je peux commencer. J'ai eu une expérience dans une grande firme, dans une grande entreprise, puis très souvent, tu vas travailler sur un projet, puis là, il y a d'autres personnes qui travaillent sur le même projet en parallèle, mais tu ne le sais pas parce que la compagnie est composée de plusieurs milliers de personnes. Fait que c'est difficile de savoir exactement qui fait quoi. Fait qu'il y a souvent cette redondance-là où ces mêmes projets-là qui sont réalisés dans différents départements avec différents intervenants. Ça devient difficile de rendre cette information accessible parce que quand on considère que, par exemple, on va prendre un exemple, l'entreprise est basée, en fait, l'entreprise est composée de 5000 employés. Puis, par exemple, si chaque personne travaille sur 10 projets en parallèle, bien, ça donne 50 000 projets. Donc, après ça, comment regrouper ces projets-là? C'est pas trop long, cette connaissance-là, elle devient difficile à partager. Puis c'est pareil dans tout ce qui est de recherche ou de connaissances au niveau technologique, au niveau de fournisseurs, au niveau de partenaires potentiels. C'est souvent de l'observation que chaque personne va faire. Puis après ça, c'est difficile après ça à partager dans un système. Ouais. C'est un peu une pensée que je mets là, mais je vous laisse peut-être rajouter ou improviser à partir de là. Ouais, ben moi, tu veux prendre une expérience, tu sais, justement dans la firme avec qui j'étais, je devais trouver en fait là, quelques fournisseurs pour avoir des prix, ben, mettons, pour un système là, de climatisation, je ne me trompe pas. Là. Puis, pour faire un parallèle avec ta question, c'est que généralement, quand tu vas à la recherche de fournisseurs, ben, tu vas avoir toujours une question de c'est quoi mon besoin. Tu sais, exemple, je voudrais avoir un système de climatisation complet selon mon devis. Puis, ben, généralement, ce qu'on va regarder en premier, c'est est-ce que le fournisseur a la capacité de le faire, est-ce qu'il a les installations pour répondre à mon besoin. Fait que ça, c'est quelque chose qui ont l'expertise pour répondre à ce besoin-là. Fait que ça, c'est comme dans ma tête le premier point qui est extrêmement important, d'être capable d'avoir cette information-là. Puis après ça, lorsqu'on doit passer à aller de l'avant, là, la relation devient quand même importante si on va avoir une récurrence ou si on va aller développer un peu plus loin la relation avec le fournisseur. Mais présentement, c'est en effet extrêmement difficile de passer du besoin puis juste de valider qui a la capacité, l'expertise, les certifications, qui a les standards nécessaires pour réaliser ce besoin-là, outre avant même d'évaluer si je peux développer une relation avec lui. Tu sais.
Parce que partir avec la relation, je pense que ça ne peut pas nuire, mais si la personne a une bonne relation avec, mais il ne répondra jamais à ton besoin, dans le monde où est-ce qu'on est, que tout est pour hier, ben, tu es amené de commencer. Est-ce qu'il y a le moyen de fabriquer ce que j'ai besoin ou de répondre à mon besoin avant même d'avoir au niveau du développement de la relation là, très, très poussé. Là. Ouais. Ça fait. Ouais. Vas-y, Nick, excuse-moi. Non, mais j'allais ajouter, c'est intéressant parce que quand on pense à avant l'avenue d'Internet, les entreprises ne veulent pas pour trouver des partenaires d'affaires, c'était hautement manuel. Je pense que ça allait même jusqu'à la prospection en étant physiquement présent sur le terrain, en faisant des visites chez des fournisseurs potentiels parce qu'ils ne sont pas indiqués nulle part. Après ça, il y a eu l'avenue des annulaires, puis là, trouver justement des partenaires d'affaires selon des catégories de projets ou d'expertise. Ça s'est avenu, mais encore une fois, ça peut vite devenir super spécifique au niveau de la fabrication. Fait que c'est intéressant de voir avec l'avenue d'Internet, on essaie d'optimiser ce processus-là. On a réussi à en faire une bonne partie. Puis là, ce qui devient difficile, c'est le partage des connaissances globales ou moi, je dirais communes d'une même entreprise. Aussitôt que ça devient avec je dirais une centaine d'employés, c'est là que ça devient difficile, j'imagine, de consolider cette information-là. Oui, définitivement. Et juste, tu m'as fait penser à ça. J'ai le Buyer's Guide de Thomas Registry. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ThomasNet. Là. Ouais. Ça, c'est ce qu'ils faisaient au début. C'est des premiers, c'est une réplique là, des premiers registers. Ils ont commencé de même. C'est littéralement ça. C'est de 1900. 1906. Je ne sais pas si je peux les appeler. Non, il n'y a pas de téléphone dans ce temps-là. En tout cas, je ne sais pas. C'est comme. C'est vraiment ça. C'était de même. Là. Tu prends ton téléphone, puis ton. Ton auto, là. Mais en fait, l'auto n'était pas démocratisé, là. Elle était très, très exclusive. Tu vas voir chacun des. Tu vois ton compagnies pour voir si ça fit. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est comme. Qu'est-ce qu'on dit un petit peu de OK, il faut que j'aille prospecter du monde puis leur parler. J'ai l'impression qu'il y a une partie de ça que c'est pas nécessairement nécessaire. Juste de savoir s'ils ont la capacité ou s'ils sont prêts s'ils sont capables de faire X ou Z. Ça, c'est pas. T'as pas besoin d'avoir une relation pour savoir ça. T'sais. Mais j'ai l'impression que, comme tu as dit, Kevin, c'est un peu comme ça que l'industrie est setée. Puis comme tu as dit, Nick, c'est comme avant l'avenue d'Internet, ben, c'est ça que c'était. C'était de même que ça fonctionnait. Il n'y avait pas d'autres outils vraiment. Mais là, on est 2022. Là, techniquement, tu serais capable de trouver ces personnes-là que tu n'as jamais vues avant dans un trade show. Puis si tu cherches sur Internet, ils ne sont pas là, ces personnes-là, ces compagnies-là. Je pense qu'il y a un setup où est-ce que, malgré que l'industrie est setée pour favoriser les contacts en personne, il y a la place pour un peu une catégorisation des compagnies puis une structuration des compagnies. Mais si on prend la deuxième partie, la partie où est-ce que, comme tu as dit, tu as prospecté, oui, tu peux-tu faire ça? Non, OK. Tu peux-tu faire ça? Ben non, pas moi, mais il y a quelqu'un que je connais qui est capable. Tu prends le téléphone, tu n'as pas d'autres personne. Une fois que tu as trouvé cette personne-là, tu sais, as-tu besoin de la rencontrer? As-tu besoin d'aller voir sa shop? Est-ce que c'est requis dans un monde un peu plus digital, dans une chaîne d'approvisionnement plus digitale, d'aller voir directement si ces personnes-là sont capables de faire la job ou si tu peux leur donner un contrat? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. Là. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Mais si on y va par le type de besoin, généralement, si tu as toute l'information sur la compagnie, on dit qu'il y a un profil très digital de cette entreprise-là. Tu sais les projets qu'ils ont fait, leur expertise, leur capacité, pratiquement le nom de chaque membre de l'équipe. Au final, là, si tu aurais une information très complète sur la compagnie, je pense qu'il y a moyen de démarrer une première relation en faisant un premier test. Sans faire de quoi d'un gros contrat d'une grande valeur, il y a moyen de valider est-ce que la personne est sérieuse en envoyant un premier lot de pièces, par exemple, à faire fabriquer ou une première expérience d'affaires avec le client. Mais par la suite, la relation est plus qu'importante. D'aller se mettre les pieds dans la shop, d'aller voir c'est quoi qu'ils ont, c'est qui, serrer les mains, bâtir la relation d'affaires. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important, selon moi. Aussi de prendre connaissance un peu
de qu'est-ce qui se passe à l'interne. Puis c'est ces discussions, en étant présent, on va générer des nouvelles discussions aussi qu'on n'aurait pas eues sans y aller physiquement. Ça peut nous amener des idées, ça peut nous amener aussi à avoir d'autres indices sur, exemple, des références pour aller d'autres fournisseurs qui seraient disponibles, par exemple. Donc, tout le monde se connaît un peu dans cette industrie-là, on le sait, là. Fait que moi, je pense que ça serait un petit peu ça ma réponse à ce niveau-là, là, dépendamment du besoin. Si c'est sûr qu'on va chercher, on veut faire un achat d'une machine, par exemple, qu'on veut qu'il fasse une séquence d'action très, très, très précise avec des requis, des critères très, très, très précis, puis il y a 8 manufacturiers de machines qui répondraient aux besoins. La machine coûte 8 millions. Clairement, c'est un autre contexte, mais si on parle là, de contrats sous plein de vie, là, je pense que ça se fait là, de commencer sans se mettre les pieds. Après ça, la relation est très importante à développer. Tu l'achètes sur Amazon bien vite avec ta carte de crédit, la petite machine. Ah non, c'est ça. J'ai une idée. Puis moi, je pense que je suis un peu mitigé au niveau de l'opinion. Mais en fait, à propos de mon opinion par rapport à ça, d'un côté, on l'a fait pendant la pandémie. On ne pouvait plus aller visiter des usines en personne. Fait que pendant 6, 7, 8, même 1 an, les entreprises ou les employés ne pouvaient pas se déplacer et aller visiter un fournisseur. Fait que par défaut, on a prouvé qu'on était capable de bâtir des nouvelles relations d'affaires, d'acheter du matériel de fournisseur, même pour des contextes très critiques, à distance, sans être allé visiter le fournisseur. Par la suite, il y a différents aussi contextes d'achat. Est-ce que tu vas acheter localement? Si tu achètes localement, souvent le langage n'est pas un enjeu. La compréhension, les unités de mesure, souvent c'est standard à la culture ou à la communauté dans laquelle tu vis. Mais par exemple, que tu achètes à l'international, puis c'est pas nécessairement le même langage, le même système de mesure, la même culture, à ce moment-là, tes besoins peuvent être interprétés différemment. Fait que là, de comprendre comment ton fournisseur va interpréter tes besoins, interpréter ta pièce, le système de qualité qu'ils ont. Si toi, un système de qualité veut dire quelque chose, puis tu le communiques à ton fournisseur, mais il l'interprète d'une manière différente, à ce moment-là, ça devient essentiel d'aller valider ça. Bien entendu, ça dépend c'est quoi la criticité. En fait, si le composant est critique ou non, ou si l'achat est critique ou non dans ta chaîne d'approvisionnement, si tu peux te permettre de ne pas aller visiter ton fournisseur parce que c'est par exemple une vis dans un assemblage, mais à ce moment-là, pas besoin d'engendrer ces coûts-là. On vivra avec les quelques cas de non-conformité. Mais si c'est un composant très critique, à ce moment-là, c'est d'autant plus important de faire ces visites-là. Fait que je commencerai là dans mon opinion par rapport à ça. Ah ben, ça fait bien du sens. Puis, c'est un peu ce que Daniel Benoît, qu'on a rencontré au SIC, un vétéran dans l'industrie manufacturière, là, il disait, c'est que il aidait dans les achats internationaux, puis il disait, si une compagnie turque qui donne un prix X pour une machine à des millions, puis tu ne connais pas cette personne-là, puis tu n'as jamais visité la Turquie, tu n'es jamais allé là-bas, même si c'est moins cher, pourquoi tu trusterais cette compagnie-là, tu sais? Puis ça rejoint un peu ce que Nick Kevin vous avez dit, c'est qu'il y a l'air d'avoir vraiment deux paramètres. Est-ce que c'est à quel point on peut mettre up cette pièce-là ou cette composant de notre compagnie? Puis à quel point je dois, ça a un impact sur à quel point je dois avoir confiance en la personne. Parce qu'il y a aussi un peu l'envers de la médaille. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui va auditer une compagnie manufacturière super connue, super populaire, qui a déjà travaillé avec X ou Z méga corporations. Puis toi, tu as une petite shop, puis tu as besoin de ton sheet metal coupé d'une certaine façon. Tu vas pas aller sur la shop pour voir qu'est-ce qu'ils font. C'est comme, ouais, si je vais avec eux, c'est sûr ça marche. Il y a comme une espèce de confiance qui doit se bâtir. Puis cette confiance-là, elle fait en sorte que tu es plus sûr de qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux avoir. Est-ce que vous pensez, on parle science-fiction un petit peu, là. Mettons qu'on est capable, il y avait une compagnie, mettons, qui est capable de collecter les données des manufacturiers, standardiser un petit peu ce qu'ils font, les permettre un peu de s'exprimer un peu plus sur c'est quoi qu'ils font, dans quelle tolérance sont bons, dans quel niveau de production, quelle autre compagnie où ils travaillent avec, c'est quoi leur chiffre d'affaires, puis tu es sûr à 200% des informations. Est-ce que vous pensez dans un avenir plus ou moins rapproché que ce serait possible que
même là, pour des prix plus chers, on n'a même pas besoin d'aller visiter une shop ou quelque chose comme ça. Veux-tu que j'aille, Kevin? Ou... Prends la parole. Super. Fait que dans le fond, ça dépend tout le temps c'est quoi les procédures d'audit. Parce que, par exemple, on prend un audit physique. Premièrement, il faut que tu t'assures que la personne qui t'envoie sur le terrain est qualifiée, elle comprend bien les besoins techniques de la fabrication de la pièce en tant que telle. Souvent, c'est l'ingénieur accompagné d'un expert en qualité qui vont aller visiter le fournisseur et qui vont faire cet audit-là. Mais d'un autre côté, il y a plusieurs avantages à le faire aussi à distance. Par exemple, on prend le podcast en ce moment, on discute, puis c'est enregistré. On est capable d'enregistrer ces appels-là, de les diffuser à l'interne, de les faire lire, par exemple, par tous les parties prenantes, que ce soit le directeur d'ingénierie, les ingénieurs en tant que tels, les concepteurs, puis de pouvoir revivre cet audit-là de manière numérique. Puis, pendant la pandémie, il y a eu plusieurs types d'audits qui ont été réalisés à distance, comme par exemple filmer tes installations, tes machines, filmer ou partager de manière numérique, par exemple, tes certificats de normes ISO, tes procédures de qualité à l'interne, des informations sur tes employés clés, par exemple. Tout ça peut être partagé à distance. Puis, par défaut, une fois que tu vas faire l'audit en personne, tu vas quand même fournir ces artefacts-là. Fait que, finalement, on va vraiment sur l'audit pour, j'ai l'impression, voir de nos propres yeux l'installation, le fournisseur. C'est sûr que je pense que le point principal, parce qu'il n'y a rien qu'on n'est pas capable de faire à distance, qu'on peut faire en présentiel, je pense que le seul point qui est important, c'est de tisser un lien avec la personne plus que d'aller faire l'audit technique du fournisseur. Oui. C'est vraiment un bon point que tu t'amènes. Puis, tu sais, quand tu parlais on peut tout faire digital. Techniquement, tu peux même faire la visite de la shop digitale. Tu sais, il y a des compagnies comme Prévu 3D, tu pognes un scanner LiDAR, je pense, puis tu rentres ça dans ta shop, puis tu es capable de littéralement avoir ta shop. Tu pas un VR, puis voilà, là, tu es quasiment là. Techniquement, je pense qu'on pourrait être rendu là dans pas trop longtemps. Mais il reste le composant, la personne, tu sais, la personne qui est là. T'attresses-tu ou t'attresses pas? Tu sais, est-ce qu'il, je sais pas moi, il va le lâcher dans un mois ou quelque chose comme ça? Ça, je pense, la composante humaine, elle reste là si c'est des humains qui doivent faire des parts, là. Kevin, tu avais dit que tu avais un point à ajouter? Ouais, ben puis aussi, puis je suis d'accord avec 100% ce qui a été dit, là. Puis moi, je pense aussi qu'un autre point de plus j'ai déjà entendu, c'est tu peux avoir une entreprise qui, pendant 20 ans, va être excellente sur papier, elle a tout ce qu'il faut. Vraiment, vraiment, vraiment super bonne. Puis cette compagnie-là a eu des audits de tout plein de manufacturiers et tout ça. Puis un jour, ben, le contremaître de la shop, ben, il part. Puis là, il est parti. Puis quelqu'un d'autre de nouveau rentre. Puis après ça, la production commence à aller un petit peu moins bien tranquillement. Fait que si tu n'as pas de données en temps réel qui sont toujours remis à jour sur le profil de cette machine shop-là, par exemple, de ce fournisseur-là, puis ça se perd un peu, ben, le passé de la compagnie va toujours être là, tu sais, qui ont travaillé avec des grands géants, des grands acheteurs, fait, qui donneraient comme une confiance. Mais maintenant, c'est plus la même compagnie, elle a complètement changé. Fait que si tu n'as pas la partie digitale qui te donne les nouvelles informations à jour, ben, le passé n'est plus vraiment aussi bon qu'il était. C'est plus la vérité présentement, tu sais. Fait que je pense que l'aspect technique est extrêmement important d'avoir au niveau digital, d'avoir des données les plus accurate possibles, les plus vraies, les plus proches du moment présent pour avoir un portrait réel de l'entreprise. Puis après ça, ben, clairement que le côté personnel, on doit aller créer la relation, c'est les liens avec les personnes sur place. Ça ne peut pas se remplacer, là. Ouais, puis peut-être un point à ajouter, je trouve ça intéressant ce que tu partages parce qu'on parlait justement avec Guy Côté chez Tuba. Puis lui, il fait Tuba fait du cintrage, puis du cintrage, c'est extrêmement technique. Il me disait que, par exemple, chez un des compagnies avec qui il fait affaire, il y a l'ingénieur principal qui est parti, il y a un acheteur qui est parti avec qui il faisait affaire, puis là, il y a un nouvel acheteur qui rentre, un nouvel ingénieur, puis là, du jour au lendemain, quand il envoie des appels d'offres ou des demandes de clés au niveau du cintrage, ils ne connaissent plus le procédé en tant que tel. Puis là, ça fait en sorte que les gens, ils ne savent plus quoi évaluer, ils ne savent plus comment comprendre cette technologie-là. Ils voient juste le prix et les délais à la fin. En fait, quand ils reçoivent une soumission.
Fait que lui, ce qu'il a fait, il a pris de son temps, il est allé en personne chez le client en tant que tel, puis il est allé former l'acheteur et l'ingénieur sur les bonnes pratiques au niveau du cintrage. Puis effectivement, c'est leur expertise. Ils ont développé ça depuis, je pense, ça va faire 40 ans, je ne me trompe pas. Là, si Guy regarde ça, il va pouvoir corriger dans les commentaires. Mais ça va faire 40 ans qu'eux, ils font du cintrage, fait que c'est les mieux placés pour expliquer cette technologie-là. Mais encore une fois, ça peut être partagé de manière digitale ou dans un échange comme on le fait en ce moment là, via des Teams ou des Google Meet. Oui, puis je pense que la partie du partage, c'est surtout de créer un peu l'étincelle que, OK, il y a quelque chose qui s'est passé. Si tu n'as pas eu vent qu'il y avait un changement dans l'entreprise, ben, tu vas t'en rendre compte avec les chiffres, probablement, si tu as un suivi serré là-dessus. Parce que c'est sûr que généralement, c'est pas seulement avec tous les partenaires de fabrication que tu as la même relation ou la même proximité. Fait que je pense que le mix des deux est extrêmement important. Puis il faut qu'il soit appliqué au bon moment. Fait que, ouais. Ça fait bien du sens. Tu sais, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, au niveau des achats, il y a extrêmement de roulement. Au niveau du shop floor, dans les compagnies manufacturières, difficile de hirer. Là, je sais pas si. J'étais à la tête Ford Mine, à un moment donné, puis c'était pas. Il y avait des offres d'emploi partout. Là, partout que j'allais, c'était se demander où est-ce que les gens y sont. Fait que si ça arrive de deux bords, puis en plus, comme on a dit au début, la connaissance est un peu dans la tête des gens. Ben là, tu perds un petit peu l'entité de la compagnie. Tu sais, ça peut qu'après une vague de personnes qui partent, ben, la compagnie, c'est plus la même chose. Tu sais. Je pense que Guy Tuba avait dit que certaines compagnies devenaient amnésiques. Tu sais. Même les plus grosses compagnies, ils devenaient comme ça, puis ils perdent un petit peu leur connaissance, puis qui ils sont vraiment. Tu sais. Fait que ça fait bien du sens, puis quand on regarde un peu plus de cet angle-là, ça fait encore extrêmement de sens d'aller visiter quelqu'un, parce que ce que tu essaies de faire, c'est pas non plus juste voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Si tu es capable d'avoir cet historique-là, OK, parfait, tu sais un petit peu où ça s'en va. Mais quand tu es sa shop, dans le fond, ce que tu veux voir, c'est le futur un petit peu. Où ça s'en va, cette compagnie-là. Si tu arrives, puis ils ont l'air de te rusher un petit peu, la shop est un peu sale ou quoi que ce soit, tu vois dans les yeux du président qui n'a pas l'air de dormir beaucoup, tu peux te dire que peut-être que c'est pas le best bet que je peux faire, dépendamment de la part que tu as envoyée. En gardant ça en tête, d'après vous, là, c'est quoi les meilleures façons de connecter comme ça avec dans le secteur manufacturier? On a parlé des events, on a parlé de voir des personnes dans leur shop. D'après vous, c'est quoi les meilleures façons de connecter dans cette industrie-là? Moi, je pense qu'il y a plein de, comme tu dis, il y a tout plein de moyens. Encore là, il n'y a pas une seule bonne réponse, là, mais exemple que j'aurais à découvrir un nouveau fournisseur, tout part souvent d'un besoin. Là, tu ne vas pas à la recherche d'un nouveau partenaire de fab pour le plaisir. Là, fait que moi, clairement, que je partirais de mon besoin, puis j'irais trouver la manière la plus simple possible. Donc, sûrement, exemple qu'on dit qu'il y a un répertoire là, qui nous permettrait de trouver exactement par caractéristique que j'ai besoin de mon projet, ben, la liste de fournisseurs qui pourraient qui pourraient répondre à mon besoin que j'ai. Puis par rapport, comme on l'a mentionné, par rapport au type de besoin puis à l'ampleur du besoin, si c'est une machine à 3 millions, ben c'est une pièce, une production de pièces à 100 000, ben là, je commencerai à aller chercher un peu plus en profondeur sur chacun de ces fournisseurs-là. Fait que soit en faisant un premier test directement, rentrer en contact avec eux, envoyer un premier test, faire une production de toute série juste pour tester un peu là, les types de pièces qu'ils peuvent me renvoyer, pour évaluer aussi le service en l'essayant. Puis après ça, ben, j'irai de l'avant avec un partenaire, puis j'irai directement là, à un certain point visiter la personne, créer le lien de la relation avec la personne qui s'occupe de la production, donc l'équipe directement là, chez le fournisseur. Mais je partirai toujours de mon besoin, puis trouver les caractéristiques là, nécessaires pour accomplir ce besoin-là dans un répertoire. Puis moi, je dirais, premièrement, là, je pense que c'est pas viable la connaissance tribale. On l'a vu dans plusieurs entreprises, ça crée, ça ralentit les processus, ça
coûte cher parce que, par exemple, tu ne connais pas un fournisseur, un autre acheteur qui est parti le connaissait, puis le fournisseur faisait les pièces 50% moins cher que le prix que le nouvel acheteur a trouvé. Puis ça coûte cher à une entreprise. Puis c'est difficile de combattre ce problème-là de connaissances tribales parce que, bien entendu, au jour le jour, c'est difficile de documenter, archiver l'information. Fait que, veux pas, ça prend les bons outils, selon moi, ça prend une manière de consolider. En fait, ça prend les bons outils, puis ça prend aussi les bons processus, puis les bonnes valeurs ou principes dans l'entreprise. Fait que, c'est un peu comme nous quand on utilise HubSpot ou qu'on utilise un CRM, un logiciel de gestion de clients. Si on ne documente pas les interactions qu'on a avec nos clients, bien, quand on va recontacter ce client-là, que ce soit dans une semaine, un mois, 3 mois, c'est très difficile de souvenir exactement l'information qu'on avait mentionnée ou des interactions qu'on avait eues. Donc, il faut comprendre que les petits gestes qu'on fait maintenant, la documentation qu'on fait maintenant, c'est pour le futur. C'est pour la prochaine personne qui va interagir avec ce client-là ou la prochaine rencontre que je vais avoir avec ce client-là. Même chose avec les connaissances au niveau des fournisseurs. C'est essentiel de savoir, par exemple, le fournisseur a eu quelle relation avec mon entreprise ou quelles sont les composantes qu'ils ont fabriquées pour l'exploiter à son maximum. Puis il y a beaucoup d'avantages à exploiter un fournisseur à son maximum, notamment le fait que plus il y envoie de volume, plus ils ont des pièces dans lesquelles ils sont experts, plus ils sont capables de réduire leurs coûts, plus ils sont capables de faire une gestion de volume. Fait que je pense que de documenter avec les bons outils, d'avoir les bons principes, les bonnes valeurs d'entreprise, d'avoir les bons processus en place, c'est une recette gagnante pour optimiser le tout. Après ça, c'est sûr que le but de l'outil, c'est d'automatiser ou d'optimiser la saisie de ces données-là ou l'entrée de ces données-là. Fait on va prendre l'exemple de HubSpot ou de notre logiciel de gestion client. Quand on envoie un courriel à une entreprise, bien, le courriel est automatiquement synchronisé à la fiche du client. Fait on peut y accéder. En fait, n'importe qui dans l'entreprise peut y accéder directement sur le portail de notre logiciel de gestion client. Fait le but de cet outil-là, c'est d'optimiser le processus puis d'automatiser le plus possible la saisie de données, que ce soit à travers les différents types de connaissances ou d'informations que l'acheteur va échanger avec ce fournisseur-là. Ça fait du sens. C'est bien plus le fun quand la saisie des connaissances est automatique. Si on avait à copier-coller chaque email de HubSpot dans la fiche, ce serait pas top. Ce serait le fun s'il y avait quelque chose comme ça que en procurement et en manufacturier, ce serait pas mal nice. Cool. Merci les boys. Je pense que ce qu'on retient ici, c'est qu'il y a une partie digitale définitivement qui peut être faite pour catégoriser, structurer les données historiques, puis les rendre cherchables un petit peu pour un peu tout le monde, pour connecter, permettre à d'autres compagnies de rayonner, de se faire trouver. Mais c'est pas demain à la veille qu'il n'y aura pas de connexion en personne dans le secteur manufacturier. Je pense que c'est encore quelque chose d'absolument critique, mais que outillé par les outils digitales, ça peut que bonifier et optimiser, puis permettre au monde de se concentrer sur ce qui est à valeur ajoutée. Fait que, merci beaucoup. Vous pouvez trouver ce podcast en français sur Apple, Spotify. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Guy, c'est dans les commentaires, dites-le nous si on s'est trompé sur le cintrage. Puis on se voit la semaine prochaine. On va très certainement avoir un autre invité. Si vous êtes intéressé dans le domaine manufacturier, vous voulez parler avec nous, on est là pour jaser, puis pour faire un peu rayonner les compagnies manufacturières. Alors, merci et bonne semaine. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Salut.